Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc congolais principal de devises étrangères? La parité franc congolais principale de devises étrangères à l'indicatif se présente comme suit. $1 américain vaut 2840,4477 francs congolais. 1 euro équivaut à 3090,3892 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,7113 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 154,6689 francs congolais. Au marché parallèle, $1 américain équivaut à 2845 francs congolais, 1 euro vaut 2852 francs congolais, et 1 franc CFA égale à 4,1 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre a enregistré encore une baisse, Eric. Elle coûte $9046,54 américains contre $9565,50 américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt a encore enregistré une légère hausse. Il revient à $26,293,62 américains contre $26,178 américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de $2398,62 américains contre $2457 américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à $77,45 américains contre $81,45 américains il y a une semaine. Une tonne de cacao est vendue à partir de $8,286 américains contre $8,320 américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. La RDC est productrice du ciment. Alors, est-ce que cette production peut absorber la demande interne? Jeudi Économie reçoit un professeur en économie. Professeur Godepoy, bonjour. Bonjour Erika. La RDC, productrice ou grande productrice du ciment? Notre capacité actuelle nous permet de couvrir notre demande domestique. À titre illustratif, lorsque nous parlons que de la partie ouest de notre pays, par exemple, où la demande en ciment, c'est au moins 1,5 million tonnes par an. Mais déjà, la capacité installée aujourd'hui, elle va jusqu'autour de 3,9 millions tonnes. Toutes ces usines ont été modernisées. C'est pour dire que la RDC est aujourd'hui capable de se prendre en main. Ça, c'est à l'ouest, mais pas à l'est. À l'est, il y a encore des soucis pour la production du ciment. Il y a également des cimenteries de ce côté-là. Il y avait une cimenterie de la province orientale qui n'a jamais démarré comme il faut. Et d'ailleurs, pour votre information, c'est du côté de la province orientale où il y a du gypse. Si la partie ouest continue à importer, par exemple, les gypses de l'étranger, n'importe soit, ça peut venir, si ce n'est pas de Luanda, ça peut venir du Maghreb, mais dans la partie orientale, il y a du gypse. Donc là encore, c'est plus facile pour la République démocratique du Congo, parce que la difficulté qu'il y a, pourquoi par exemple la partie ouest continue à importer du gypse, c'est tout simplement parce que on n'a pas encore arrangé notre chemin de fer pour faciliter l'achat du gypse ou son exploitation à partir de la province orientale. Les problèmes de voies de communication seront tellement compliqués. Donc c'est pour vous dire que de ce côté-là, c'est encore mieux que la République démocratique du Congo si on veut
évoluer dans les secteurs cimentiers. Alors, quelles sont les zones où l'on trouve ces carrières de ciment? Je vous dis par exemple qu'il y a du gypse dans la province orientale, mais dans la partie ouest, c'est le Congo central. Le Congo central, mais ce que les gens doivent savoir, c'est que la production cimentière, ce n'est pas une carrière de sable. Hein. Il ne suffit pas d'avoir du potentiel pour produire du ciment. Il y a plusieurs entrants qui entrent en jeu. C'est notamment le charbon. Que nous produisons pas. Que nous ne produisons pas. Et la difficulté en commerce international, c'est que l'importation du charbon se fait toujours en vrac. Et là, du coup, il y a la théorie des avantages comparatifs qui entre en jeu. Pour le reste des marchandises, ceux qui connaissent l'économie de l'Afrique centrale, ils savent que le port de Pointe-Noire a un avantage comparatif par rapport à notre port de Matadi. De ce côté-là, les tirants d'eau, c'est de 12 jusqu'à des fois 18 mètres. Et à Matadi, tel n'est pas le cas, c'est moins que ça. Et c'est ce qui fait que les gros porteurs, donc les navires qui ont la grande capacité de transport, ne peuvent pas accoster au niveau de Matadi. Et du coup, comment les choses passent pour les marchandises containerisées? Lorsque les bateaux arrivent à Pointe-Noire, on fait le transportement. C'est-à-dire que la cargaison quitte les gros porteurs pour être embarqués dans des bateaux moyens qui peuvent accoster au niveau de Matadi. Ça, c'est une charge supplémentaire pour les importateurs. Oui, ça c'est pour presque toutes les marchandises. Mais la difficulté particulière avec le secteur cimentier, c'est que l'importation du charbon se fait en vrac. Comment vous allez faire le transportement des produits en vrac? Et du coup, la grande difficulté, c'est la logistique de la République démocratique du Congo. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a un port en eau profonde qui est en construction. Mais au stade actuel, les opérateurs du secteur cimentier rencontrent cette difficulté-là. Du coup, ils n'ont pas la possibilité d'importer du charbon en grande quantité. Alors, si pour les marchandises containerisées, on peut faire le transportement à partir de Pointe-Noire, les charbons, c'est du vrac. Ça devient impossible. Et du coup, si vous voulez importer du charbon en grande quantité, ça va coûter cher. Deuxième élément, les ciments a la particularité de peser lourd. C'est ce qui fait par exemple qu'aujourd'hui, pour ceux qui vendent la cigarette, un carton de cigarettes peut coûter $100, je donne juste un exemple. Et vous avez la possibilité de prendre ce carton et mettre ça dans votre véhicule. Mais un sac de ciment, c'est 25 kilos et ça ne coûte que autour de $10. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsqu'il faut même couvrir les transports intérieurs de ces ciments, il va coûter cher parce que les camions de transport fonctionnent en termes de tonnage. Donc vous avez un tonnage important, mais vous ne transportez pas une grande quantité. Il faut la voie ferrée pour cela. Voilà. Donc c'est-à-dire que le secteur cimentier, pour qu'il soit prospère, dans un État, il faut qu'on puisse avoir un chemin de fer très développé, intégré, parce que l'avantage du transport ferroviaire, c'est de transporter de grandes quantités à faible coût. C'est ainsi que dans tous les pays du monde qui ont diversifié leurs économies, ces États ont commencé par développer leurs chemins de fer. Et c'est pour cela, à l'époque, nous, on était à la tête de la ville de Kinshasa, nous avons pensé à mettre en place Métrokin. Et or, tel n'est pas le cas pour le moment. C'est ce qui fait que même quand le ciment est produit à Kimpese ou ailleurs, sa distribution pose problème. Lorsque vous prenez une remorque, donc là on est par exemple qui peut prendre 40 tonnes, si c'est du ciment, on aura le même tonnage, mais la quantité sera moins importante. Tandis que pour les marchandises ordinaires, vous pouvez prendre une grande quantité. Et ce sont ces éléments qui viennent plomber les cloisons charpentées de notre industrie cimentière. Et souvent, les gens posent la question de savoir, mais pourquoi le ciment importé coûte moins cher que la production locale. Mais l'Angola, par exemple, sa demande domestique, c'est autour de 2 800 000 tonnes. Mais sa capacité de production est de 8 millions de tonnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont du gypse. Et c'est ce qui fait que
certains de nos cimentiers importent du gypse qui viennent d'Angola, et c'est dans ce contexte-là. Je crois que les jours où je vous parlais des multinationales, je vous avais dit qu'en stratégie des grands groupes industriels, lorsque vous voulez créer une entreprise, vous devez vous assurer de deux types de proximité. La proximité de l'intrant et la proximité du client. Chaque fois que les intrants ne seront jamais à votre portée, rassurez-vous que vous aurez du mal à être compétitif sur le marché mondial. Cette réalité, transport par des gros camions, fait l'affaire de certaines sociétés qui ne voudraient pas que le chemin de fer puisse reprendre ses activités. Je ne pense pas que les privés peuvent prendre l'État en otage. Je crois que c'est l'État qui doit travailler pour le développement de notre chemin de fer. Je vous ai dit que nous-mêmes, quand on était à la tête de la ville, nous avons concrétisé ça. L'argent est déjà là. Et je vous ai dit pourquoi nous n'avons pas commencé les travaux. Il y avait, sur CEP Congo, ça change un peu et ça fait un peu désordre, qui nous avait alerté que ces pipelines, parce que vous connaissez les grands centres d'exploitation de CEP Congo, c'est à Massina. Et il nous avait fait remarquer à son temps que les pipelines longeaient pratiquement le chemin de fer. Et on ne pouvait pas les faire brutalement, parce que si nous les faisions à l'époque, et que si par malheur ces pipelines étaient endommagés, la ville de Kinshasa allait être privée de l'approvisionnement en carburant. Et la situation allait être pire. Du moins à notre époque, pendant qu'on résolvait les problèmes de CEP Congo, il y a eu la SNEL, la Régie des eaux, qui avaient posé les mêmes problèmes parce qu'ils avaient aussi des infrastructures qui longeaient autour. Il y a eu des sociétés de télécommunications. Et c'est dans ce contexte-là qu'on n'a pas pu commencer les travaux. Mais l'argent est déjà mobilisé. Il faut une volonté politique ou quoi? Bon, moi je ne prêche pas pour ma propre chapelle, mais je vous fais voir ce que nous avons fait pour contourner ce genre de difficultés. Il y a une question qu'il faut se poser. Parce que nous avons accepté que ces multinationales investissent leur argent. Est-ce qu'il faut démolir tout ça pour continuer à dépendre des pays voisins? Je pense que ce n'est pas correct. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je soutiens la mesure relative à la suspension de l'importation, notamment du ciment. On va y arriver justement. Pourquoi les grandes multinationales sont plus concentrées à l'ouest qu'à l'est? On voit à l'ouest, aujourd'hui on a Simco, on a PPC Barnett, on a Silu. La demande est très importante du côté ouest. Vous savez, on peut tout dire, Kinshasa reste Kinshasa. Comment vous expliquez ça? J'ai dit ceci. Oui. J'ai un léger avantage d'avoir fait le tour de la République démocratique du Congo. Et je vous dis que Kinshasa reste Kinshasa. Vous ne trouverez aucune province où ça bouge et ça vibre comme à Kinshasa. Et ces mouvements et cette vibration, ce n'est pas seulement en termes de tintamarre, c'est aussi en termes de ce qu'on appelle les booms immobiliers. Et donc, ces sociétés ont intérêt à être très proches. Je vous parlais de la double proximité, la proximité de l'intrant et la proximité du client. Et regardez comment ça pousse de partout. Ça pousse de partout. Et pourtant, ça devrait être le cas dans toutes les grandes villes du pays. Non, vous savez, les gens exagèrent un peu. Vous savez, lorsque vous êtes même à New York, donc Manhattan reste ouais. Manhattan. Donc vous n'allez pas comparer Manhattan à Brooklyn. Donc Kinshasa, ça reste le siège des institutions et Kinshasa scintillant, Kinshasa brésilien. Kinike c'est bilo Kongelingeli. Quels sont les facteurs qui font que le ciment ici à Kinshasa coûte $10? Alors, lorsque vous voulez parler du secteur cimentier en Angola, l'Angola a plusieurs ports, dont celui de Lobito. Et le port de Lobito a l'avantage d'accueillir du vrac. Et donc, du coup, même si on veut importer du charbon, on a la possibilité d'en importer en grande quantité. Et vous le savez, en économie, il y a ce qu'on appelle les économies d'échelle. Lorsque j'importe en grande quantité, il y a des charges qui restent fixes. Et du coup, ça me donne un avantage. Et c'est cela qu'on appelle dans les jargons de l'intelligence économique et stratégique parce que je dois faire la veille concurrentielle. Les cimentiers congolais n'ont pas cette possibilité-là. Deuxième élément, l'Angola, qui est plus petit que la RDC bien sûr, a un chemin de fer assez adapté à la distribution du produit cimentier et du reste des marchandises les plus lourdes. Donc c'est déjà un avantage comparatif sur nous. L'Angola a du gypse et tous ces facteurs mis ensemble font que les ciments chez eux puissent coûter moins cher que chez nous. Le coût il est bon ou il y a un peu de la triche dans ce coût de $10 vendu ici à Kinshasa?
Non, lorsque vous regardez tous les éléments de prix, il n'y a pas de l'exagération. Parce que je vous donne un exemple baroque. Rien que pour transporter 20 tonnes de sacs de ciment à partir de Kimpese pour les amener à Kinshasa, vous allez voir que vous n'allez pas payer la même chose que celui qui a transporté les 20 tonnes de manioc, par exemple. Donc la particularité du ciment, c'est son poids. Et le poids a un coût en matière de transport. C'est pourquoi quand on va au Kasaï, ça coûte un peu plus cher. Voilà encore, je vais vous expliquer. Parce que les gens posent des questions. Pourquoi le ciment coûte cher dans l'espace Kasaï? C'est encore une fois de plus, c'est de l'avantage comparatif. Le Kasaï, c'est le centre de la République démocratique du Congo. Et ils n'ont pas accès à la mer. Donc là-bas encore, la situation se complique. Parce que malgré la bonne foi des opérateurs économiques de l'espace que je salue et que j'encourage, ils ne peuvent pas importer directement les ciments. Et quand ils importent, ils doivent passer notamment par les Katanga. Or, lorsque vous êtes au niveau de Kasumbalé, il s'agit de ports secs. Et ce n'est pas toujours facile si vous importez de ce côté-là. Ça sera encore exorbitant, surtout avec l'état actuel du chemin de fer reliant les Katanga au Kasaï. La bonne nouvelle pour l'espace Kasaï, c'est cette route qu'on est en train, notamment les routes Kalambambouji et consorts. Ça va permettre aux opérateurs économiques de l'espace Kasaï de s'approvisionner à partir du port de Lobito. Parce que là, je vous ai dit que le port de Lobito accepte du vrac. Et là, un opérateur économique peut prendre le risque au Kasaï de créer une cimenterie, importer à partir du port de Lobito, acheminer les intrants au Kasaï ou acheminer directement les ciments déjà fabriqués. Un autre problème, c'est encore le déficit en électricité. Ça, je voulais toujours dire pour tous ceux qui parlent de la diversification de la production, que c'est notre talon d'Achille. Parce que l'industrie cimentière, c'est l'industrie la plus énergivore sur le plan domestique. Ça vous consomme du courant. Et tous ces problèmes font que ça coûte un peu plus cher chez nous. Mais je sais qu'il y a un programme sur le plan national, sur notre chemin de fer. Il y a notamment des routes en construction ou en perspective. C'est le cas de Kalambambouji. Donc, ça va atténuer dans une certaine mesure les difficultés d'approvisionnement pour les grands Kasaï. Mais en attendant l'émergence passant par l'intelligence, nos géologues, au lieu seulement de se calfeutrer sur les mines, doivent également aujourd'hui réfléchir, mener des études province par province pour voir quelles sont encore les provinces qui ont cette capacité-là, qui ont du potentiel pour l'industrie cimentière. Il est possible qu'en RDC, le sac du ciment puisse coûter moins de $10, mettons $5. Il est possible qu'on en arrive à ce prix-là, c'est possible? Oui, si on rencontrait ces préalables, notamment les ports en eau profonde, la modernisation de notre chemin de fer, la fourniture régulière et constante en électricité, c'est possible d'avoir les coûts de ciment à ce niveau-là. Mais il y a des gens qui posent la question, mais pourquoi les préalables ne sont pas encore vidés? On commence à suspendre l'importation. Nous avons fait avec vous une émission sur le secteur bancaire. Nous sommes le seul pays africain qui n'a pas une seule banque nationale. C'est honteux. Aujourd'hui, il suffit seulement que les Kenyans s'élèvent et disent plus de transactions financières avec la RDC. Et l'économie va s'écrouler les mêmes jours. Pourtant, il faut $50 millions pour créer une banque. Un gros risque géostratégique. Alors, est-ce que nous devons rester dans la dépendance avec cette acrimonie des voisins contre notre pays? Est-ce que nous devons rester dans la dépendance? Ça, c'est un problème de gouvernance, professeur. Oui, c'est un problème de gouvernance. C'est ce que je voulais dire, que l'option qui a été levée, c'est la meilleure. Elle garantit notre relative autonomie économique et ça va nous permettre de booster cette industrie. Tenez, d'abord, la plupart de ces ciments qu'on importe entrent frauduleusement, soit en total, soit en partiel. Pourquoi? Parce que nos frontières sont poreuses. Vous ne savez pas vérifier tout ça. Parce que vous n'allez pas demander à l'administration des douanes de déployer les douaniers tout au long de nos frontières. Mais là où toute la République risque d'aller travailler à la douane. Alors maintenant, lorsqu'on suspend les importations, on est en train de stimuler en fait l'industrie locale. Et lorsque cette industrie locale se sentira stimulée, elle va fonctionner de manière optimale. Et du coup, nous-mêmes,
nous allons couvrir notre demande domestique. Nous sommes en train de redynamiser notre tissu industriel et économique et nous sommes en train de protéger la main-d'œuvre locale. Plus vous importez, moins il y aura des gens qui vont travailler pour produire le ciment en RD Congo. Et ce qu'on oublie encore, plus vous avez des nationaux qui travaillent dans des grandes industries, plus vous avez l'avantage de bénéficier des externalités positives industrielles. Ces gens-là vont maintenant apprendre comment on peut fabriquer du ciment sans l'intervention des expatriés. Et c'est un capital humain pour la République. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que la plupart des produits dont l'importation est suspendue sur une période de 12 mois, ce sont des produits qui relèvent des droits d'accise. Vous entendez, lorsqu'on dit la DGDA, c'est la Direction Générale des Douanes et Accises, l'accise, c'est en fait un impôt dont la particularité est de frapper les biens de luxe et les biens nocifs. Et cet impôt s'applique aussi bien à l'importation que sur la production locale. Et donc, si cette mesure permet à nos usines de tourner de manière optimale, c'est vrai qu'il n'y aura plus de droits à l'entrée, mais à l'intérieur, on va constater un élargissement de l'espace accisien national. Et donc, la douane sera toujours en droit d'élever plus d'impôts sur cet élargissement de l'assiette fiscale, un peu comme on dit en chimie, que ce qui se perd à l'anode se récupère à la cathode. Ce protectionnisme viole les lois de l'économie libérale que nous avons choisi, que le Congo a choisi. Très modestement, j'ai été pendant environ 10 ans point d'information de l'Organisation mondiale du commerce en République démocratique du Congo. J'en sais un peu plus. Lorsque une filière est dangereusement menacée, les États arborent toujours des casques protectionnistes. Je vous donne l'exemple de l'Occident. La Chine est en train d'envahir le monde avec ses véhicules électriques. Mais quelle a été la réponse au niveau de l'Union européenne? Les droits des douanes reviennent à la hausse. Très modestement, j'ai écrit un livre sur les droits du commerce international contre l'économie africaine. Le libéralisme économique ne veut pas dire le terrorisme économique. Donc, aujourd'hui, demander à ceux qui prennent part aux conférences ministérielles de l'Organisation mondiale du commerce, ils savent que depuis la CM10, la 10e conférence ministérielle de l'OMC, si je ne m'abuse, nous sommes à Nairobi et j'étais dans la salle, les problèmes de subvention des exportations par les grandes puissances se terminent toujours en quai de poisson. C'est pour cela qu'il y a des dispositions en droit du commerce international qui permettent aux États de se protéger par moment contre les menaces réelles de l'ère désindustrialisée. Nous sommes concernés par celle. Cette décision de suspension des importations du ciment avait été prise il y a quelques années. Le coût du sac, c'était 8,5 $. Aujourd'hui, on est à 10,5 $. Cette mesure ne favorise pas les acheteurs que nous sommes. Non. Vous savez, l'économie est par essence une science des choix. Soit vous opérez le choix de bien vivre aujourd'hui et après vous mourrez. Soit vous effectuez des choix qui vous permettent de vivre pendant le plus longtemps possible. C'est vrai qu'il faut des mesures d'encadrement. C'est pour cela qu'il y a toujours des dérogations qui sont prévues si jamais il y a des perturbations au niveau du marché. Et l'avantage, c'est d'avoir un marché concurrentiel à côté et c'est très facile de réguler les marchés. Mais vous vous promenez sur cette ville, vous vous promenez. Vous allez voir que les grands consommateurs du ciment, ce sont les personnes les plus nantis. Faites le tour de la ville de Kinshasa, vous verrez qu'il y a plus de constructions vers le centre-ville que dans des banlieues. Et donc, le petit peuple que nous sommes est protégé. Lorsque quelqu'un est capable de bâtir déjà un immeuble de plus de 20 niveaux, avec un peu de patriotisme économique, parce que c'est ce que cela veut dire. On peut encore accepter d'acheter un peu, pas beaucoup, un peu plus cher pour soutenir l'avenir économique de son pays. Et nous ne sommes pas les seuls pays à l'avoir fait. Beaucoup d'États l'ont fait. Et souvenez-vous, ce concept de patriotisme économique, je l'emprunte à Sarkozy. C'est lui qui a inventé ça, alors président de la République française. Donc, en économie, par moment, il faut suffisamment de patriotisme pour préparer l'avenir de notre pays. Ça ne va pas beaucoup
atteindre ou affecter le petit peuple. Oui, mais l'attente est longue, l'attente de ce bien-être dont vous parlez, pour nos profondes, c'est un processus. Entre-temps, quand on parle de création d'une banque, on a l'impression que c'est un problème de gouvernance. La Banque centrale doit se récapitaliser, c'est déjà un problème, professeur. Bon, la récapitalisation de la Banque centrale, c'est un autre problème. C'est pour que vous puissiez comprendre que nous devons nous battre pour avoir la classe moyenne. Donc, lorsque vous avez des industries installées sur place, ça vous permet d'avoir la classe moyenne. Vous savez, la plupart des gens qui nous font du tapage ici, que ce sont des riches, mais en réalité, ce sont des voleurs, ce ne sont pas des riches, c'est l'argent qu'ils volent. Mais personne ne peut vous sortir comme ça 50 millions, 100 millions de dollars cash. Et si on avait ces gens-là, ils auraient déjà pu créer des banques nationales. Donc, une raison de plus pour nous de soutenir les industries implantées localement, parce que ce que vous ne comprenez pas, lorsque vous avez des industries sur place, lorsque vous avez des multinationales implantées chez vous, ça constitue même une armée supplémentaire pour vous. Ces multinationales-là ne permettront jamais qu'il y ait des guerres qui viennent de l'étranger. Entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Et la RDC aurait pu également avoir sa cimenterie. On avait Sinat dans ce pays. Comme la plupart d'entreprises. Vous savez, le 7 juillet 2008, lorsque nos entreprises publiques étaient transformées soit en société commerciale, soit en établissement public, soit en service public, lorsque nous avons parlé d'une modification robotique des textes et non d'une réforme, les gens pensaient qu'on était contre les dirigeants de l'époque. Mais aujourd'hui, lisez les budgets de la RDC. Avant cette réforme, les entreprises du portefeuille contribuaient à plus de 5% au budget de l'État. Mais après la réforme, elles contribuent à moins de 5%. Donc c'est pour vous dire que le problème, ce n'est pas la SINAT. Nous devons mettre de l'ordre dans notre secteur du portefeuille. Ça changerait les choses si la SINAT se remet en danse, sans influencer le prix sur le marché? Non. Donc c'est ça, la particularité de la réforme du 7 juillet 2008, c'était le désengagement de l'État. Et du coup, les sociétés commerciales appartenant à l'État vont se comporter maintenant comme toutes les autres entreprises du secteur privé. Donc, la SINAT ne va pas résoudre les problèmes de nos prix. Commençons par rencontrer ces préalables, port en or profonde, chemin de fer moderne, et une électricité régulière et puissante. Vous allez voir que ça va nous pousser à avoir une industrie cimentière suffisamment robuste. Et si on va vers l'exonération de ces intrants, le gypse, le charbon, ça peut permettre de réduire le coût de... Non, les exonérations, ce sont des dépenses fiscales. Tous ceux qui veulent avoir des exonérations, le coût des investissements a déjà une avalanche de privilèges fiscaux. Je ne vois pas pourquoi on en créerait encore. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a une réforme en perspective de notre code des investissements. Donc, ceux qui veulent bénéficier de ces privilèges, ils doivent se référer à l'ANAPI, donc on ne va pas continuer à en créer. Je suis tout à fait d'accord que les exonérations font partie des outils des politiques de développement des États, mais nous avons de ce côté-là, nous avons un arsenal juridique suffisamment affiné. Je ne vois pas pourquoi on doit encore en créer d'autres. Parce que si vous créez maintenant des exonérations contre les games, les exonérations les plus nocives, ce sont des exonérations contre les games. Donc, celles qui ne sont pas prévues par la loi. Mais celles qui sont prévues par la loi, ce sont les outils de développement. Et si nous avons un taux de croissance positif depuis 2002 dans ces pays, c'est du fait des exos contenus dans les codes miniers de 2002. Ce sont ces exos qui avaient rendu le secteur attrayant. Vous avez dit tout à l'heure que la production du ciment rencontre la demande d'intérieur. Mais en 2023, on a importé pour 260 850 tonnes de ciment. Ça veut dire qu'il y a une demande qui n'est pas rencontrée par l'industrie locale. Non. Là, c'est qu'on privilégie, c'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils trouvent qu'il y a du ciment qui coûte moins cher, du ciment importé, c'est clair, le réflexe normal de l'homo economicus, c'est de maximiser les profits et de minimiser les coûts. Donc ce n'est pas que la demande intérieure n'était pas bonne, elle est là. Et encore l'avantage, c'est que ici, lorsque vous avez des industries sur place, si l'OCC est vigilant, ça nous permet d'avoir un ciment de qualité. Donc cette mesure, elle est encouragée, mais tout en faisant de la veille du marché en vue d'éviter des distorsions. Cette mesure prise par le ministre du Commerce extérieur, 12 mois suspension d'importation des boissons gazeuses, des bières, ciment, ça ne prive pas la DGDA de ses recettes? Bon, jusque-là, je ne vois vraiment pas comment ça peut endommager des recettes. Pourquoi? Parce que
jusqu'au moment où nous parlons avec vous, cette mesure concerne essentiellement, je n'ai pas dit seulement, concerne essentiellement les produits qui sont soumis aux droits d'accise. Or, les droits d'accise se collectent aussi bien à l'entrée qu'à l'intérieur. Lorsque nous suspendons les importations, nous soutenons la production locale. Donc, l'assiette va s'élargir automatiquement. Mais si on laisse les deux, l'importation et puis vente locale. Lorsqu'on laisse les deux, le marché sera envahi par les produits importés. Et peut-être vous ne savez pas comment fonctionne le commerce international. Les États ont tendance aujourd'hui à subventionner leurs exportations pour écraser les marchés étrangers. Donc, cette étrangérité ici, c'est par rapport aux pays qui envoient des biens en RDC. Lorsque vous voyez les biens chinois, les biens indiens coûter moins cher à Kinshasa, il y a plusieurs facteurs, notamment les économies d'échelle, parce qu'ils ont des grandes usines qui avalent en fait leurs charges fixes. Mais ces États subventionnent également, c'est le dumping. Et ça fait débat. Et donc, lorsque vous laissez les deux couler au même moment, le marché sera faussé par ces biens subventionnés qui viennent de l'étranger. Et généralement, ces biens-là n'acquittent pas correctement les droits des douanes. La population, elle, pourra acheter moins cher les produits. Acheter moins cher la boisson. Oui, la boisson, acheter moins cher. Acheter moins cher la boisson. Sur le plan finement scientifique, l'impôt d'accise ne vise que deux biens. Les biens de luxe et les biens nocifs. Donc, vous voulez encourager la consommation de ce qui est nocif. Lorsque vous voyez les États surimposer la cigarette, surimposer l'alcool, c'est une façon de décourager la consommation. Nos frontières sont tellement poreuses. Je vous donne l'exemple. Lorsque vous êtes aujourd'hui à Bukavu, à Goma, l'eau en bouteille qu'on consomme vient de l'étranger. Mais cette mesure va pousser ces dynamiques peuples des Grands Kivu de développer des usines qui peuvent faire pour nous des boissons gazeuses. Évidemment, on doit éviter la brisquerie pour ne pas faire suffoquer les marchés. Mais ici, jusque-là, il y a des cohérences dans ces mesures et surtout qu'on a la possibilité de corriger. C'est ça le keynésianisme. Donc Keynes demande par moment à l'État d'intervenir sur les marchés. C'est ce qui sera fait. Si jamais il y a des facteurs perturbateurs du marché, à ces moments-là, on va rouvrir la vanne, voir qu'est-ce qu'on peut autoriser et pour quelle période. Mais cette mesure doit également être accompagnée de l'amélioration du climat des affaires, notamment en ce qui concerne la parafiscalité. Le climat des affaires, c'est ce qu'on appelle le doing business. Il s'agit d'une batterie de mesures, d'une dizaine de mesures qui doivent être prises. Donc dans le climat des affaires, il y a l'électricité, il y a les permis de construction, il y a. Les autorités que nous sommes, on vous a déjà produit tous les textes. Mais qu'est-ce qui se passe dans la pratique au niveau des administrations? Sur les papiers, il est dit que la création d'une entreprise au Congo, c'est 3 jours. Mais allez-y, je n'en disculpe pas les autorités que nous sommes. Mais je pense que le développement d'un État est par essence un jeu collectif. Et les autorités ont leur part, qui est la plus importante. Mais l'administration doit accompagner et la population. Lorsqu'il y a un fonctionnaire qui bloque les dossiers d'une personne qui cherche à créer une entreprise, il bloque l'avenir. Est-ce qu'il le fait délibérément? L'autorité ou le responsable doit savoir ce qui se passe? Non, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, vous n'allez pas demander aux députés de construire des ambassades dans toutes les administrations pour voir ce qui se passe là-bas. Vous n'allez pas demander au gouvernement. Mais vous devez vous informer. Je sais, mais le temps de s'informer là, ça fait des victimes. C'est pourquoi les médias sont traités de 4e pouvoir pour ce genre de choses. Ce n'est pas seulement pour insulter et diffamer les gens. C'est pour éduquer également la population. Je connais un cas. Je l'ai fait exprès. J'ai demandé à quelqu'un d'ouvrir, de créer une société ici. Ça va faire 4 mois aujourd'hui. Il a remis tous les documents. Je ne me plains pas, je sais ce que je vais faire par la suite. Et je l'avais fait exprès pour avoir des preuves que les plaintes formulées par les opérateurs économiques étaient fondées. Et ça, nous rentrons dans la culture organisationnelle. En théorie des organisations, il y a des macro et des micro-États. Il y a l'État, il y a l'infra-État. Et donc, nous avons besoin d'avoir une culture de développement. Quelqu'un qui vient pour créer une entreprise, qui pourra même par la suite engager les membres de votre famille. Lorsque vous bloquez toutes les autorisations, à ce moment-là, je sais ce que je vais faire. Je rappelle que notre invité, c'est le professeur Godé Poyi. Il est député national, il est pasteur. Professeur, avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Bérom Matanda.
Au marché, les prix de produits de première nécessité sont attribués de la manière suivante. Un sac de haricots coûte 220 voire 250 $ américains. La mesurette ou copeaux varie entre 2500 et 5000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg coûte 73 000 francs. Un sac de semoule de 25 kg varie entre 46 et 60 000 francs. Le prix dépend de la qualité. Un sac de farine de froment de 50 kg coûte 230 000 francs congolais. La mesurette ou écolo est à 4 500 francs. Un sac de sel revient à 23 000. La mesurette ou écolo coûte 3 000 francs. Un bidon d'huile de palme de 5 litres coûte 18 000 francs. Celui d'huile végétale de 5 litres varie entre 25 et 30 000 francs. Celui de 10 litres revient à 44 500 francs congolais. Celui de 15 litres coûte 66 700 francs. Et celui de 25 litres varie entre 103 et 120 000 francs congolais. Un sachet de sucre de 5 kg coûte 17 000 francs congolais. Un carton de poisson salé coûte 65 $. Le kilo est à 22 000 francs congolais. Un carton de poulet sans emballage appelé communément poulet nu revient à 71 000 francs congolais et le poulet varie entre 10 et 15 000 francs congolais. Un kilo de queue de bœuf ou mikila est à 25 000 francs congolais. Un carton de poisson mungusu coûte 85 000 francs, le kilo est à 9 000 francs congolais. Un carton de tripes revient à 90 000 francs congolais, le kilo est à 10 000 francs congolais. Un carton de gésier coûte 72 000 francs et le kilo est à 7 500 francs congolais. Une rame de chinchard coûte 75 000 francs congolais et le kilo est à 8 000 francs. Un carton de viande de bœuf coûte 125 $ américains et le kilo est à 18 000 francs congolais. Un carton de rognon revient à 55 000 francs congolais. Celui de foie est à 49 000 francs congolais. Un carton de cuisse de poulet coûte 58 500 francs congolais et le kilo est à 6 500 francs congolais. Un carton de poisson ngolo est à 66 000 francs congolais. Une botte de zamarante coûte 2 000 francs. Une botte de bilolo ou feuille d'aubergine coûte 3 000 francs congolais. Une botte d'oseille revient à 500 francs. Une botte de feuille de manioc se vend à partir de 3 000 francs congolais. Un filet de ail est à 78 000 francs congolais. Celui d'oignon varie entre 38 et 100 000 francs congolais. Une tomate fruit coûte 200, 300 voire 500 francs congolais. Une pastèque se vend jusqu'à 20 000 francs congolais. Une orange coûte 500, 1000 voire 1500 francs congolais. Le prix de l'ananas varie entre 3 000 et 20 000 francs congolais, c'est selon la grandeur de l'ananas. Un pain se vend à partir de 200 francs dans les boulangeries artisanales. Merci, en attendant, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, professeur, rapidement, quelques questions avant de nous séparer. Vous êtes en vacances parlementaires. Vous avez déjà fait l'état des lieux de la ville de Kinshasa? Oui, maître, j'ai fait d'abord ce que j'appelle des descentes en clandestin. Je vais d'abord connaître l'état de la voirie. Que vous connaissez d'ailleurs. Mais oui, je dois toujours m'actualiser. Beaucoup de choses changent dans peu d'état et surtout que nos routes se détruisent rapidement. Nonobstant les millions qui sortent des caisses du trésor, déjà dès ce dimanche, je commence des rencontres formelles avec mes électeurs pour réactualiser leurs besoins que je connais. Et nous allons poser les problèmes au niveau de l'Assemblée. Ce que la population doit savoir, c'est que l'Assemblée nationale n'a pas encore effectivement commencé ses travaux. Pourquoi? Les gros des travaux de l'Assemblée nationale se font au niveau des commissions. À la rentrée, dès que ces commissions seront mises en place, vous allez voir comment vos députés vont travailler autrement. Oui. Ça sera des contrôles drastiques. Votre démarche au niveau de la justice contre les anciennes autorités de la ville, elle est bloquée? La procédure est bloquée? Non, il y a séparation des pouvoirs en République démocratique du Congo. Moi, j'ai déjà déposé ma plainte. J'observe, je sais quand rebondir. Je suis assez organisé dans ma vie. Vous êtes pasteur. Les églises, en plus d'obtenir la personnalité juridique comme le ministre d'État l'a exigé, doivent respecter dans les 3 mois une distance de 500 mètres. Donc une église ne doit pas être installée à côté d'une autre comme on le constate. Vous êtes d'accord avec le ministre d'État? D'abord, je vous dis que je ne peux pas parler du ministre d'État de la Justice dans des médias que je salue, parce que chaque fois que j'ai des choses à lui dire, il trouve du temps pour me lire ou pour m'écouter. La seule chose que je peux dire aux églises, c'est que nous sommes un État de droit. Toute mesure qui n'est pas dans la loi, nous allons la faire voir très poliment aux autorités que celle-là n'est pas dans la loi.
Mais c'est à 500 mètres, c'est dans la loi? Jusqu'à ce jour, je ne connais pas une loi qui institue de telles pratiques. Un état de droit veut dire, dans cet état-là, la loi est au-dessus de tout le monde. Et que les églises soient calmes. Nous allons nous battre pour qu'il y ait de l'harmonie entre les églises et leurs ministres. Voilà. Je rappelle que notre invité, c'était le professeur Godepoi, notre invité quasi permanent. Professeur Godepoi, merci d'avoir répondu à l'invitation du Jeudi Économie. Non, c'est moi qui vous remercie, Eric, de cet honneur que vous me faites. J'apprécie et j'en tiendrai compte un jour. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook, Jeudi Économie avec Eric Kambago. À très bientôt. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie. Chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Kambago.